on va aussi, effectivement, comme on avait dit, essayer de former des groupes pour vous permettre de travailler un peu pendant les vacances sur la définition de votre thème, votre question de recherche. C'est dimanche la 6e séance, donc idéalement, alors on verra si c'est faisable ou pas, mais on avait dit que ce serait pas mal que vous présentiez vos questions à la prochaine fois. Alors, par rapport on peut commencer par les groupes. Par rapport au groupe, est-ce qu'il y a dans la classe, tout le monde est là? Tout le monde est inscrit maintenant dans le... ah ben vous les voyez, très bien. Par contre, donc j'ai trois groupes qui sont clairement constitués. On a déjà indiqué effectivement avec qui on voulait travailler. Les autres pas. Et je n'ai qu'une personne qui m'a parlé de thèmes qui l'intéressaient. Jérémy, c'est bien. Ok, donc c'est bien. Par contre, bon, c'est beaucoup de thèmes très, très différents. Donc l'idée c'est de mettre un ou deux thèmes qui nous aideraient à constituer des groupes sur base d'affinité. Alors moi je peux faire des groupes de manière autoritaire, hein, si vous ne savez pas. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui n'ont pas indiqué avec qui elles pourraient être, c'est des personnes qui n'ont aucune idée, effectivement, vous n'avez pas essayé d'en parler entre vous. Moi, si ça vous va, moi je forme des groupes de manière aléatoire. Donc ça, je pourrais faire ça à la pause, faire des groupes de 3 et voir ce que ça donne. Et puis après, effectivement, l'idée c'est que vous rassemblez. Enfin, idéalement, on pourrait faire déjà des groupes avec des personnes présentes physiquement ici, comme ça. Vous pouvez déjà en discuter uniquement, et puis après, vous devrez vous rapprocher l'un de l'autre et travailler en dehors du cours. D'accord? Alors, donc à la fin du cours, là, je vous donnerai les consignes précises de la présentation orale. C'est 5 minutes, c'est pas grand chose, d'accord? Mais par contre, je voudrais que ce soit suffisamment précis et suffisamment préparé, argumenté pour que ce soit utile pour vous, d'accord? Et que je puisse vous donner des conseils pour après le reste du travail. Et je vous rappelle que c'est évalué, donc c'est important que vous le prépariez, même si c'est pas très long, c'est important que vous le prépariez bien, parce que c'est un point de départ important pour le travail, et parce que c'est évalué, et parce que c'est un exercice d'adaptation orale, mais parce que c'est une compétence importante à développer également. Donc voilà, prenez-le un peu sérieusement. Mais donc on reparlera effectivement d'exactement les consignes et ce que j'attends de vous. Et de si ça vous semble jouable ou pas de le faire après. Donc là je vois certaines personnes qui continuent à se rajouter. Bon, très bien. Donc je propose que je regarde ça à la pause, d'accord? J'essaie de constituer des groupes. Entre-temps, effectivement, ceux qui, ou à la pause, vous viendrez nous voir si vous voulez. Ceux qui veulent être ensemble, c'est encore possible. Et à la pause, par contre, j'essaierai de fixer des temps. Ok. Donc ça, on y reviendra dans la seconde. Alors, donc, vous vous rappelez la dernière fois, donc on avait parlé des idées cognitives, d'accord, de la qualité du raisonnement logique, etc. On va continuer un peu là-dessus pour continuer à bien comprendre ce qu'est une démarche scientifique et ce qui nous amènera assez naturellement à discuter du travail justement. Parce que ce travail, c'est une première introduction à un travail scientifique. Alors on ne vous demande pas de produire des choses
un cheminement scientifique. Alors, en termes justement de cheminement scientifique ou de forme de raisonnement, en science, il y a vraiment deux formes très différentes de produire un savoir, okay? De répondre à une question de recherche. Il y a ce qu'on appelle l'induction, il y a ce qu'on appelle la déduction. Et c'est deux choses très différentes. Vous utilisez ces deux formes de raisonnement quotidiennement. On donnera des exemples. Mais ces deux manières de fonctionner très différentes. Alors, donc l'induction. Pourquoi il y a cette image de là? Alors, entre-temps, on m'a volé mon ordinateur, donc ça, c'est un vieux truc. Et donc, je suis repassé en VGA, donc effectivement. C'est pas génial. Donc l'induction, je vais mettre les slides. Donc l'induction, l'idée de. Alors, on va commencer par la déduction. La déduction, c'est le plus simple, c'est ce qu'on avait fait la fois dernière ou la fois d'avant. C'est effectivement déduire une règle, un principe général, d'accord, à partir de. Donc on part d'un point de départ, d'un principe de raisonnement, et on en déduit ce qui devrait se passer dans la réalité, si cette règle est vraie. Donc on part du plus abstrait et on va vers le plus concret. On part du général et on va vers le particulier. Donc on va établir une règle. On dit si tous les hommes sont mortels, si la règle c'est par exemple tous les hommes sont mortels, d'accord, et donc ça implique que je sois mortel étant donné que je suis un homme. Okay, donc on part d'une théorie, d'un raisonnement général, et on en déduit des faits particuliers. L'induction, c'est vraiment le contraire, et on l'utilise très souvent. Et c'est cette idée que, en observant beaucoup d'exemples, beaucoup de faits particuliers, d'accord, on va collecter des données, on va demander à tout le monde on va demander l'âge et le salaire de tout le monde dans cette classe, okay, ou dans l'université, ou peu importe, dans la rue. Et on va en déduire on va essayer d'en déduire une relation et que par exemple les travailleurs jeunes gagnent moins, etc. Donc, on part d'observations concrètes, de réalisations sur le terrain, et on essaye d'en déduire une théorie générale. Vous voyez, c'est le sens inverse. On part des faits particuliers et on arrive à la théorie générale. Alors que la déduction, c'était on part de la théorie et on arrive, on en déduit ce qu'on devrait observer concrètement. Alors, ici. Donc, si vous voulez, la déduction, c'est on part de la cause et on va vers la conséquence. Et l'induction, c'est l'inverse. Okay, et donc, tirer une conséquence logique d'un point d'une théorie, d'une bonne théorie, c'est un principe déductif. Okay, et comme on avait vu, un bon raisonnement déductif, logique,
partir d'un point de départ vrai, d'accord, ce qu'on avait appelé les prémices, correctes. Sinon, évidemment, si notre théorie générale est fausse, mais on ne peut évidemment pas en tirer des conclusions correctes. Et le principe déductif, donc la logique de raisonnement, doit être correcte. Ça, c'est ce qu'on avait dit. C'est clairement ce qui est utilisé beaucoup en mathématiques, okay, mais aussi en physique, parce qu'il y a beaucoup de choses pour effectivement, ça c'est des sciences plus abstraites, où on ne peut pas observer concrètement. Vous savez qu'en physique, il y a beaucoup de choses qui sont d'abord prouvées théoriquement, et puis parfois, il y a des choses qui ne seront jamais vérifiables, puis parfois, effectivement, avec le progrès de la technique, etc., on peut finalement prouver des théories. Okay, c'est l'exemple de quelques années du fameux boson de Higgs. C'était une théorie qui avait été prouvée mathématiquement bien avant, okay, dans les années 60, et qui a finalement pu être prouvée empiriquement avec des données, d'accord, en observant ce qui se passe concrètement sur le terrain, uniquement, il y a quelques années, grâce à l'accélérateur de particules de Genève. Ok, donc ça c'est typiquement un raisonnement déductif, puisque vous voyez qu'on part de théorie, d'accord, et on prédit que du coup, ça devrait les particules, par exemple, devraient se comporter comme ça, sans avoir pu les observer. Mais en fait, c'est aussi ce qui est observé, ce qui est utilisé par un bébé, globalement. Un bébé, il n'a aucune expérience de la vie. Okay, donc il n'a pas pu avoir plein d'expériences concrètes pour en tirer une théorie. Il essaie de se former des principes et de se comporter comme il pense qu'il faut se comporter, progressivement. Mais il a assez clairement un. Si je vous dis la plupart des cours de méthodologie sont ennuyeux, ceci est un cours de méthodologie, donc ce pourrait être ennuyeux. Est-ce que c'est une bonne déduction? Mauvaise déduction, d'ailleurs ce pourrait être très super. Okay. Puisque alors c'est quoi le problème de ce raisonnement? Est-ce que c'est la prémisse qui est fausse ou est-ce que c'est l'enchaînement logique qui est faux? L'enchaînement logique, d'accord? On n'a jamais dit, alors si jamais tous les cours sont ennuyés, ceci est un cours et donc c'est ennuyé, alors là, ce serait correct, sauf que la prémisse serait fausse. Donc c'est ce genre de raisonnement. Alors maintenant l'induction, donc c'est effectivement, comme je vous disais, on part du fait particulier de l'observation, d'accord, et on essaye d'en tirer une loi générale. Donc c'est plutôt, on regarde les effets, on regarde les conséquences concrètes, et on essaye de comprendre les causes. C'est typiquement ce qu'on fait en économie quand on va collecter des données sur un échantillon. Okay, un échantillon, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de la population qui nous intéresse. Par exemple, si je veux savoir si les consommateurs, les clients potentiels apprécient ce nouveau produit que j'essaie de lancer sur le marché, okay, je ne peux pas aller interroger tout le monde, tous les clients potentiels. Okay, donc je vais sélectionner autant que possible de manière aléatoire, en tout cas un échantillon représentatif, je vais sélectionner quelques personnes représentatives du pool de clients potentiels et je vais leur poser des questions. Et à partir des réponses de ces personnes, eh bien, je vais essayer d'en déduire, oui, mon produit est valable, mon produit doit être amélioré sur tel et tel aspect.
Donc vous voyez que là, a priori, on est agnostique, on n'a pas de théorie, on ne sait pas si c'est un bon produit. On va regarder des réalisations concrètes, des faits, et on va essayer d'en tirer une conséquence. Et donc la manière de construire une connaissance scientifique en suivant un principe d'induction, c'est effectivement en essayant d'accumuler un maximum de faits concordants, d'accord, de faits qui vont tous dans le même sens, et plus on en a, d'accord, si on observe une ou deux personnes, on ne va jamais pouvoir en tirer une conséquence, une loi générale. Ou si on le fait, ça va être la généralisation abusive et on va probablement faire une erreur. Okay. Donc l'idée c'est d'accumuler un grand nombre d'observations et d'essayer de les comprendre et d'en tirer effectivement des régularités. Et si toutes les observations ou un grand nombre des observations vont dans le même sens, d'accord, font ressortir une certaine régularité, une certaine loi de comportement, eh bien, je peux proposer cette loi comme un principe général expliquant la réalité. Mais évidemment, cette loi, d'accord, elle n'a pas de vérité en tant que telle, d'accord. C'est quelque chose que j'ai essayé en regardant ce qui se passait concrètement, j'ai essayé d'en déduire une loi générale. Mais un seul contre-exemple, d'accord, si j'observe une personne qui contredit ma règle, d'accord, un seul contre-exemple permet d'annuler mon raisonnement. Okay, c'est ça la fragilité d'un raisonnement inductif, okay, par rapport à un raisonnement déductif. Un seul contre-exemple, donc cette vérité qu'on va produire par l'induction, c'est toujours une vérité provisoire, qui est acceptée tant que les observations de terrain correspondent à notre loi, mais dès qu'on a un contre-exemple, eh bien, forcément, la loi ne peut plus être vraie. Okay. Quand on est dans un raisonnement inductif, évidemment, le danger principal, c'est de faire effectivement une généralisation abusive, donc de tirer une loi générale de l'observation de quelques faits, qui sont peut-être des faits très particuliers. Donc il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que j'ai observé sont des faits représentatifs de la population générale, ou est-ce que c'était particulier? Par exemple, je n'ai observé que des clients particulièrement riches, particulièrement éduqués, particulièrement décontents, parce qu'ils sortaient du cours de méthodologie le vendredi soir, etc. Okay. Donc, pour qu'un raisonnement inductif soit de bonne qualité, évidemment, il y a des par exemple en statistique, il y a des méthodes statistiques qui me permettent de réduire les biais, de les quantifier, etc. Okay. Donc l'idée, c'est vraiment de multiplier les observations les plus représentatives possibles pour éviter de faire des erreurs. Donc c'est typiquement ce qui est utilisé en sciences sociales, effectivement, mais aussi en sciences dures quand vous faites des expériences en laboratoire. Okay. Donc en laboratoire, vous allez, par exemple, chauffer un métal à plein de températures différentes, d'accord. Vous allez mesurer sa dilatation et vous allez en tirer une relation entre température et dilatation. Okay. C'est pas du métal, pour parler d'exemple. Donc ça, c'est typiquement ce que vous faites quand vous faites des expériences dans le laboratoire. Vous faites de l'induction. Okay. Et un test de patient, on peut parler de l'induction. Bon, alors, j'aimerais quand même dire notre support. Il y a une grosse
Attends, donc donc l'idée de l'induction, c'est effectivement d'avoir une grande variété, d'essayer d'observer un maximum de conditions différentes, une variété de conditions différentes pour pouvoir effectivement avoir la loi la plus générale possible, la plus solide possible. Et si l'idée, c'est par exemple, si vous observez que tous les phénomènes, par exemple, tous les poissons que vous observez ont cette caractéristique-là, d'accord, sans exception, eh bien, vous pouvez en tirer comme conclusion relativement, en étant relativement certain que, effectivement, c'est une caractéristique des poissons. Si vous regardez vous voyez que tous les poissons savent nager, vous pouvez dire, ok, c'est une caractéristique des poissons et de nager. Néanmoins, c'est toujours, comme je le disais, une loi temporaire jusqu'à preuve du contraire. Et donc, là, l'observation, par contre, doit être absolument rigoureuse et on doit s'éloigner des anecdotes. Et au fur et à mesure que la quantité de faits établis par l'observation augmente, d'accord, eh bien, la théorie devient de plus en plus solide. Et c'est toute la raison du progrès continu de la science, d'accord. Et comme je disais, avec les progrès de l'expérimentation, par exemple en physique, eh bien, on peut prouver on peut accumuler des données, d'accord, ou la révolution des big data en sciences sociales, on peut désormais collecter de plus en plus de données, on peut aussi les analyser de plus en plus, puisqu'on a des ordinateurs qui deviennent de plus en plus puissants, et donc, effectivement, l'induction devient facilitée par les progrès d'observation et les progrès technologiques. Des exemples de raisonnement inductif. Je suis mortel, vous êtes mortel, donc tous les hommes sont mortels. Vous voyez la différence? Un déductif, c'était tous les hommes sont mortels, je suis un homme, donc je suis mortel. Ça, c'était déductif. Inductif, c'est j'observe que vous êtes mortel, j'observe que je suis mortel, nous sommes des hommes, et donc j'en conclus que les hommes sont mortels. Et vous voyez que c'est beaucoup moins solide, comme il suffirait que j'observe un homme qui n'est pas mortel, alors que ça n'existe pas, mais ça mettrait en l'air ma théorie. Okay. Mais donc c'est la multiplication des observations qui me permet de conclure quelque chose. Et par exemple, si je dis je suis sympa, vous êtes sympa, ce qui est vrai, et donc tous les hommes sont sympas, évidemment là vous voyez le problème. Là, pourtant c'est vrai, mais je n'ai pas suffisamment d'observations. Il y a plein de personnes dans le monde, malheureusement, qui ne sont pas très sympas. Okay. Et donc, j'ai fait une généralisation invisible, si vous voulez. Mais en fait, c'est vraiment un raisonnement que vous utilisez très souvent dans le quotidien. Quand vous essayez de choisir le film que vous allez voir ce soir, okay. En fait, vous faites un raisonnement inductif. Pourquoi? Donc, vous essayez de comprendre. Donc vous avez un catalogue de films. Vous allez au cinéma, il y a plusieurs films possibles. Sur Netflix, il y a plusieurs films, il y a beaucoup de films possibles. Et vous lisez un peu en lisant le titre, un peu le synopsis, et bien vous essayez de comprendre lequel des films vous fera le plus plaisir ce soir. Comment vous choisissez? Il n'y a pas une grande loi générale qui vous dit, mais évidemment, vous utilisez votre expérience passée, d'accord? Vous savez que vous connaissez, vous savez que les films policiers vous aimez bien, vous savez que science-fiction vous n'aimez pas, etc. D'accord? Et comment vous le savez? Parce que vous avez fait une expérience, d'accord? Vous avez vu tel et tel type de film qui vous ont plu, pas plu, et donc c'est comme ça que vous construisez une espèce de loi qui vous permet de choisir. Okay. Et donc ça c'est plus ou moins d'induction. Et peut-être que effectivement vous devrez remettre en cause votre loi le jour où vous tomberez sur un film de science-fiction qui vous plaît énormément. D'accord? Pour la première. Quand vous essayez de trouver quel cadeau d'anniversaire pourrait plaire le plus à votre ami ou à votre famille, c'est toujours cette même idée. Vous essayez de vous baser sur, vous observez qu'il a certains centres d'intérêt, il a plus ou moins bien réagi à certaines choses, et donc vous essayez d'en déduire une loi pour le permettre de choisir un cadeau. Comment solutionner mon mal de tête? On a tous d'ailleurs des solutions
aussi, c'est basé sur votre expérience. Okay. Pourquoi est-ce que votre colocataire vous fait la fête ce soir? Et pareil, vous essayerez de. Il n'y a pas de loi générale, l'idée c'est d'essayer de comprendre par rapport, dans le passé, quand il y a eu ça qui s'est passé, eh bien, il y avait eu cette réaction, etc. Donc, tous ces raisonnements, c'est des exemples d'induction. C'est l'expérience passée qui est utilisée pour prédire le futur. Alors, si je vous fais un petit exercice de raisonnement inductif, l'induction, c'est aussi ce qui vous sert, par exemple, à résoudre des exercices de logique qui vous demandent, par exemple, de continuer une suite. Okay. Avec des suites de nombres ou des suites d'images. C'est d'ailleurs des tests de QI. Les tests de Ravel, c'est un test dans tous les tests de QI, c'est un standardisé. Alors ici, ce n'est pas une matrice de Ravel, c'est juste une suite de chiffres qui vous dit 5, 9, 11, 15, non, pardon, c'est moi. Je suis emballé. Alors, on reprend 5, 9, 6, 8, 7, 7. Je me demande quel est le chiffre après. Comment vous allez réfléchir? Vous allez typiquement faire un raisonnement inductif. Vous allez essayer de comprendre, de regarder les faits, de regarder les quelques observations qui sont disponibles face à vous, et vous allez essayer d'en tirer une loi générale. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut a une idée? En fait, il y a plusieurs règles possibles avec cette suite. Proposition? On peut dire 5 plus 4, 9, 9 moins 3, 6, 6 plus 2, 8, et 8 moins 1, 7, et 7 plus 0, 7. Et pourquoi et donc ce que vous avez ajouté, c'est chaque fois quoi? Pourquoi vous avez fait plus 4 ici? Plus 4. Oui, mais pourquoi? Ça vient d'où? Ah, je suis d'accord, le 9 c'est 5 plus 4, mais l'idée c'est d'essayer de voir une suite logique, d'accord? Une règle. Et parce que du coup, alors, dites-moi, c'est quoi alors? Ce serait quoi le chiffre de sortez où? 6? Ouais. Alors, il y a une proposition 6. Et 6, vous l'avez trouvé comment? Vous allez me dire, ok, j'ai fait 7 moins 1, d'accord, mais 7 moins 1, ça vient d'où? Pourquoi vous dites 6? Parce qu'il y a un fractal. Oui. C'est comme 4, 3, 2, 1, 0, et moins 1. J'ai réfléchi comme ça. D'accord, ça c'est une règle. Ça c'est bien, c'est bien. Et donc essayez de comprendre votre règle. Donc vous me dites, ça a commencé. Donc, alors déjà, parfois c'est plus. C'est toujours plus que vous allez additionner. Donc là, vous avez fait plus 4. Ouais, plus 4. Puis là, vous avez fait quoi? Plus 2? Plus 2 parce que. Pourquoi plus 2? Parce que après plus 4, on va dire moins 3. 9 et 6. 9 et 6, c'est une licence de 3, oui. Et alors? Bah, en gros, plus 4, moins 3, plus 2, moins 1, plus 0, moins 1, plus 2, moins 1. Donc là, il y a une licence de 4. Et donc vous dites, au prochain, je vais ajouter la distance précédente moins 1, c'est ça que vous me dites? On peut réfléchir comme valeur absolue. La valeur absolue 4, et valeur absolue 3, valeur absolue. D'accord, donc ça il y a la différence entre les deux, c'est 4, on est d'accord? Ok, en valeur absolue, oui. Et donc vous voulez qu'il y ait une différence de 3 là, ok, puis une différence de 2, une différence de 1, c'est ça? Ok, très bien. Et vous alternez alors les plus et les moins. Je comprends bien. Donc ici, il y a une
une distance de 4, vous avez fait plus 4. Ici, donc, vous attendez une différence de 3. Mais ici, vous voyez bien que vous avez fait moins 3. D'accord? Ici, vous attendez une distance de 2, mais de nouveau en plus. Et on voit que effectivement ça se vérifie. Ici, vous attendez une distance de 1, mais alors c'est moins. OK? Et donc après, ça doit être une distance de 0. Donc on a dit ici c'était moins, donc de plus 0. Et puis alors ici, une distance de moins 1. Ouais. Ça devrait faire plus 1. Ah ouais. C'est juste ou pas? Ça va l'air de bien fonctionner votre truc. Donc on avait 4 plus, puis après moins 3, plus 2, moins 1, plus 0, moins 1. Mais normalement ça devrait être moins 1 alors. Mais donc ou alors on repart, quand on est à 0, on repart vers le 1. On repart vers le positif. Ok? Et donc du coup alors votre règle après le 6 ce serait quoi? Donc là on a dit qu'on partait vers le positif, donc on était à 0, on part à 1, donc c'était moins 1. Puis là on part à 2 alors, et ce serait plus 2. C'est ça? Ce serait oui. Ok? Alors on aurait une espèce de symétrie entre les. Ok? Ben donc voilà, ça c'est une règle possible. Ok? Pas forcément la plus simple, mais c'est une règle possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une autre idée? Il y avait un doigt là, non? Ok. Ben, il y a effectivement plusieurs règles. Mais moi j'accepte tout à fait cette règle-là. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on va approcher 5 plus 9, ça fait 14, 6 plus 8, ça fait 14, 7 plus 7, ça fait 14, donc là c'est sûr. Ou pas du tout comme il y a la double dans le calcul. Non, peu importe la répute. Ouais. Donc vous dites la somme de ça c'est 14. Oui. La somme de ça c'est 14. Et la somme de ça c'est 14. Donc la somme de ça, et du coup alors, le problème c'est qu'effectivement vous devez en trouver 2 alors. Ouais. Donc le prochain, c'est une règle qui ne vous donne pas vraiment de solution pour cela. Mais par contre, vous pouvez dire, donc ça c'est, alors vous voyez une autre règle, d'accord? On voit que là, on passe de 5 à 6, 6 à 7. Donc on fait chaque fois plus 1 en sautant une position. D'accord? Et de là, c'est chaque fois moins 1 en sautant une position. C'était une règle un peu plus facile que monsieur, mais en fait qui arrive au même résultat. Enfin, pas forcément sur la suite de la série d'ailleurs, mais sur le prochain numéro, ce serait 6 aussi. D'accord? On voit que, donc là, on fait chaque fois plus 1. Plus 1. Ah oui, donc ce ne serait pas 6, ce serait 8. D'accord? Et là, c'est chaque fois moins 1. Et donc, on arriverait à 6. Donc, vous voyez, ça donne c'est une autre loi qui est acceptable. Et donc, ça, c'est une bonne issue. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est que, en faisant des observations, c'est bien plus compliqué d'arriver à la vérité. D'accord? Il y a potentiellement plusieurs manières d'expliquer ce qu'on observe. Okay? Mais là, c'est typiquement un raisonnement inductif. On a essayé de déterminer une loi générale sur base de l'observation. Mais donc, attention que votre loi générale, elle n'est valable que en fonction de ce que vous avez pu observer. Peut-être que si on avait observé d'autres chiffres, ça aurait invalidé sa loi ou ma loi. Et c'est aussi votre manière d'analyser ces observations. Donc vos méthodes statistiques, si c'est des statistiques, ou votre intelligence, si c'est simplement votre... Oui. J'avais une question, c'est dans les autres lois, dans les autres. Ben non, là, moi, c'est deux lois qui sont valables. Hein. Moi, sa loi, elle était bonne, la mienne aussi. Et vous voyez, c'est pas les mêmes chiffres. Après, donc, il y avait comme autre loi. Si on additionne les deux premiers chiffres, et puis on soustrait le quatrième, on obtient le troisième. C'est encore une autre loi. On additionne les deux premiers, 5 plus 9, et on soustrait
obtient le quatrième, on obtient le troisième. À chaque fois. Mais honnêtement, pour voir ça, forcément, ce n'est pas forcément le plus simple, et ça donne encore une autre solution. Dans ce cas-là, ça nous donnerait, ça nous donnerait 6 aussi. Mais c'est pas forcé que toutes les règles, effectivement, donnent la même, puisque c'est des règles différentes. Okay. Donc, bref, c'était juste pour illustrer à quoi correspondait un raisonnement inductif, et aussi illustrer le fait que, eh bien, des nombres faits peuvent générer différentes règles. Et donc, laquelle est la vraie? Et dans ce cas-ci, dans le cas de raisonnement inductif, il n'y a pas spécialement une seule vérité, ça dépend un peu du point de vue de la personne qui induit et qui fait la conclusion sur base des faits. Et donc la règle que l'on fixe à partir de l'observation est toujours c'est toujours une théorie qui tient jusqu'à ce qu'on effectivement trouve un contre-exemple. Et c'est toujours vraiment très difficile de prouver qu'une règle est vraie uniquement sur base d'observation. C'est faisable, c'est possible de prouver que les observations sont cohérentes avec une règle, d'accord? Mais d'être sûr à 100% que la règle est vraie, d'accord? C'est par un raisonnement inductif, c'est compliqué. Au contraire, par une démonstration mathématique qui fixe effectivement, qui définit la règle de manière abstraite, et bien là, effectivement, ça c'est voilà. Étant donné en tout cas les hypothèses qu'on a établies, on a une vérité absolue, d'accord? Et donc ça c'est plutôt le raisonnement déductif. Okay. Alors, j'aurais voulu vous montrer une petite vidéo qui était assez sympa. Voilà. Alors, les cheveux, non, peu importe. On la regarder à la maison, hein? On la mettre, elle est dans le sac. En gros, c'était de nouveau un petit test de raisonnement inductif où on vous demande, donc, supposons qu'on. Bon, il y avait toute une explication intéressante à côté. Mais supposez qu'on veuille tester une règle, une loi, qui dirait que dans un tas de cartes à jouer, bien, le dos de toutes les dames sont bleus. D'accord? Une règle. Et vous avez le droit de retourner 4 cartes. Et on vous donne 4 exemples de cartes, et on vous demande laquelle de ces 4 cartes vous voulez retourner. Et vous avez une carte où c'est une dame. D'accord, je ne vais pas dessiner, mais c'est une dame. Vous avez une carte où on voit que le dos. Le dos est rouge. Okay. Une carte où on voit que le dos et le dos est bleu. Et une carte où vous voyez le recto et le recto est un 11 de pique. Comment je vais faire très vite. Je vais faire cœur, c'est plus facile. Vous pouvez retourner des cartes pour essayer de prouver la règle, de vérifier la règle. Les dames ont toutes des dos bleus dans ce paquet de cartes. Hein? Vous pouvez retourner maximum 2 cartes. Et quelle carte vous décidez de retourner? Alors, 1, 2, 3, 4. Qui va retourner la 1? On veut chercher à vérifier si la règle suivante est vraie ou non. La règle c'est, dans ce paquet de cartes, toutes les dames
ou un verso bleu, de couleur bleue. Ça, c'est la règle. Qui pourrait être vrai, pas vrai. On vous présente 4 cartes. Évidemment, vous voyez une seule face. Ces 4 cartes, c'est une dame, un verso rouge, un verso bleu et un recto en 11 de 13. Okay. Et on vous dit, est-ce que pour vérifier la règle, quelles sont les 2 cartes que vous voulez retourner? On vous permet de retourner 2 cartes parmi ces 4. Alors, essayez d'avoir 2 votes, de voter que 2 fois. Qui vote pour la 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui vote pour la 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez compté ou pas? Non? 7. Qui vote pour la 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui vote pour la 4? 1, 2. Non, je vais vraiment réfléchir. Vous voulez la retourner ou pas? Vous avez le droit à déjà. Vous avez déjà retourné les 2? Bon, donc 2 personnes. Ok, donc on voit qu'il y a une grosse. Donc tout le monde veut retourner la dame. Ok? Et ça, c'est logique, d'accord? C'est évidemment un bon choix. Pourquoi? Ben, si on retourne la dame et qu'elle a un dos bleu, ça ne prouve pas la règle, attention, d'accord? C'est aussi pour ça que je voulais. C'est un bon exemple. Ça ne prouve pas la règle, mais au moins c'est cohérent avec la règle. Okay? Donc c'est une observation de plus qui permet de garder temporairement la règle. Si le verso est rouge, c'est bon. Là, on a prouvé que la règle est bonne. C'est un contre-exemple. Et donc cette carte, elle est très importante à retourner. Parce que ça nous permet, une chance sur 2, enfin, je ne sais pas s'il n'y a que 2 couleurs, mais dans un des 2 cas, ça nous permet de terminer notre raisonnement. D'accord? On est sûr et certain que la règle est fausse. Dans l'autre cas, ça permet d'être encore un petit peu plus confiant dans notre règle, mais ça ne la prouvera pas définitivement. Et on voit que vous hésitez entre la 2 et la 3. Alors, qui veut retourner quelqu'un qui voulait retourner la rouge, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous apprendre? Ouais. Ok, alors, si vous retournez et que c'est une dame, effectivement, ce sera un contre-exemple, d'accord, qui vous dit que la règle est fausse. Okay. Donc, effectivement, c'est une bonne carte à retourner. Okay. Alors, si c'est autre chose qu'une dame, ça ne vous donnera pas grand-chose, d'accord? Donc, c'est un peu moins important de retourner cette carte-là, mais effectivement, ça vous donne vraiment la possibilité d'avoir d'écarter définitivement une règle, d'accord? C'est puissant, d'accord? Donc, il y a un cas dans lequel cette carte peut vraiment me faire augmenter vraiment beaucoup ma connaissance, d'accord? Peut juste rejeter mon raisonnement. Donc, moi là, je suis d'accord. La bleue, pourquoi est-ce qu'on retourne la bleue? Si vous retournez la bleue. Alors, si vous retournez et que c'est une dame, qu'est-ce que vous en concluez? Mais, donc la règle, elle ne dit pas que derrière les bleus, c'est des dames. Elle dit que derrière les dames, c'est des bleus. Donc effectivement, vous la retournez. Si c'est une dame, oui, ben c'est effectivement un fait qui ne prouve pas la règle, d'accord, mais qui est cohérent avec la règle. Okay, mais vous ne pouvez pas effectivement infirmer ou affirmer la règle. Vous ne pouvez pas la prouver. Si c'est autre chose qu'une dame, ça ne vous servira à rien. Donc vous voyez, c'est moins puissant que ça, c'est vraiment une preuve. Alors une preuve du coup de l'invalidité de la règle, dans un des cas. Et ça, c'est une preuve. On avait aussi une preuve d'invalidité si c'était pas bleu. D'accord? Donc les 2 bonnes cartes à trouver, c'était celle-là. Évidemment, on est attiré par la bleue, pareil, parce que je vous ai dit dame bleue, donc tout le monde
la plupart des personnes veulent retourner la dame et la bleue, mais en fait, ça vous donne pas grand chose. Alors les deux personnes là, de Taveneria, ça, celle-là, elle n'a complètement rien à voir. Si c'est bleu, vous en tirez quoi comme conclusion? Si c'est rouge, vous en il y a aucune. Voilà. Donc ça, absolument inutile cette carte-là. Celle-ci était un peu utile, d'accord? Vous pouvez donner juste, être un peu plus. C'était un point d'observation supplémentaire, mais ça ne permettait pas de prouver la règle. Celle-ci, ça pouvait permettre de la prouver potentiellement, et celle-ci, potentiellement la prouver. Ok? Alors, je voulais maintenant vous parler du déroulé d'une démarche scientifique et qui du coup se rapproche de ce que on peut vouloir faire dans un travail. Et en général, dans des travaux scientifiques, ils vont d'abord toujours commencer par donner une série de faits, d'accord, de données. Ils vont dire, voilà, nous observons, donc dans les données par exemple, de l'INSEE, on observe que le taux de chômage des jeunes est de X%, okay, ou nous observons, voilà, on va donner une série de faits, les températures augmentent, peu importe, en fonction de notre thème de recherche. Donc, ce sont les constats élémentaires que l'on connaît, d'accord, et c'est ce qu'on peut appeler en fait les fameuses prémices, d'accord, c'est le point de départ. Okay, et en général, toutes les introductions d'articles scientifiques, ça va toujours être, entre autres, une collection de faits, d'accord, connus, et dans votre travail, et notamment même déjà dès l'oral, effectivement, je voudrais que vous me... C'est aussi ce qu'on peut appeler la motivation de votre question de recherche, d'accord, c'est donner quel est votre point de départ, d'accord, qu'est-ce qu'on sait déjà avant que vous fassiez tout le travail, d'accord. On part de certains constats et qui permettent de justifier votre intérêt, de justifier votre question de recherche. On observe, on sait bien qu'il y a ça, d'accord, et du coup on se demande s'il y a aussi ça, d'accord, ou si ça est expliqué par ça. Okay. Donc il y a toujours cette première étape d'observation du réel, d'établissement d'un certain nombre de faits, de constats élémentaires et de prémices. Ensuite, on a donc cette formulation de la question de recherche. Donc là, on arrive effectivement à ce premier exercice que vous ferez, qui sera vraiment simple dans ce cas-ci, mais donc dès que, si par la suite vous faites des travaux scientifiques un peu plus avancés, la définition d'une question de recherche, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce qu'une bonne question de recherche, donc ça doit être vraiment sur une question, donc elle met en relation plusieurs variables, d'accord, et elle se termine par un point d'interrogation. Donc c'est est-ce que A cause B, point d'interrogation, est-ce que les jeunes sont systématiquement plus ou moins X, point d'interrogation. Donc vous voyez que c'est une relation entre deux choses qui n'est pas évidente, d'accord, donc ça ne doit pas être trivial, une question de recherche, sinon ça n'a aucun intérêt de faire un travail, si c'est pour répondre à la question qu'on sait déjà, est-ce que les poissons savent nager, point d'interrogation, pas une bonne question de recherche. Okay. Mais en même temps, elle ne doit pas être impossible à répondre. Il y a des questions, pour le coup, est-ce que dans l'univers, il y a une soucoupe volante, où il y a un zipote qui est en train dans l'orbite, là, une théière, une vraie théière, pour le coup, pas... Je ne sais rien, est-ce qu'il y a dans l'univers un morceau une tuile, d'un toit? C'est possible. C'est possible. Mais on ne saura jamais de vérifier. Parce que l'univers, c'est juste... je ne parle pas de notre galaxie. Enfin, donc une bonne question de recherche doit être quelque chose qui n'est pas trivial, qui n'est pas évident, qui nous intéresse, mais en même temps qui peut être à laquelle on peut répondre.
Et donc ça, c'est effectivement un exercice que je vous demande pour la semaine prochaine, c'est effectivement de me dire à quoi vous voudriez que votre travail réponde, en sachant que ce travail est très simple. De nouveau, vous n'allez pas faire des expériences de laboratoire vous-même, mais vous allez... Il y a vraiment une interrogation, au moins qui pour vous n'est pas évidente. Idéalement, même pour moi, elle ne devrait pas être évidente, donc ça vous pousserait éventuellement à approfondir certains éléments quand vous me le présenterez. Mais qui a probablement quand même été déjà répondu dans la littérature, et donc vous irez chercher des réponses et vous les mettrez bout à bout, voir s'il y a plusieurs éléments cohérents qui racontent la même histoire et que donc apportent une réponse à cette question. Une fois qu'on a défini notre question de recherche, on va toujours effectivement faire, même si ce n'est pas un dossier documentaire de l'NTU, d'accord, quand c'est un article scientifique, on va toujours faire un état de la littérature, c'est extrêmement important. Bien lire tout ce qui a été écrit sur le sujet pour repartir de là, pour ne pas refaire quelque chose qui a déjà été fait, pour nous permettre de bien comprendre par contre ce qui a déjà été, ce qu'on sait déjà. Et donc si on sait que de toute façon l'élément qui nous intéresse, on sait qu'il est au moins lié à cet aspect-là, on ne sait pas qu'il est lié à cet autre aspect qui nous intéresse, mais au moins on sait qu'il y a ça, et donc on ne peut pas tout observer, tout imaginer. Il y a des choses qui sont possibles d'autre part. Donc bref, on va interroger la littérature scientifique, et ça c'est tout l'enjeu de la recherche documentaire, sur laquelle on va beaucoup assister. Donc vous avez fait le BU le DP de la BU, qui était une introduction. Après les vacances, on aura une séance sur effectivement la recherche documentaire encore, et c'est en fait le cœur de notre travail. Donc rechercher les bonnes sources, savoir rédiger les notes de lecture qui synthétisent les différentes sources, faire une hiérarchie entre les sources d'un type et d'un autre type. Ensuite, on essaye sur base de ce qu'on a lu, de ce qu'on a observé dans le réel, de ce qu'on a lu dans la littérature, et bien on essaye de poser une hypothèse, de développer une espèce de théorie qu'on va chercher à vérifier ou à valider ou à invalider avec notre recherche. Donc on a cette question et puis on formule un essai de réponse qui semblerait logique, qui pourrait exister. Donc par exemple, ma loi sur les cartes, là, était une théorie explicative, ou de manière plus intéressante ici avec la suite des chiffres. Voilà, je propose une théorie explicative des faits observés. Donc ça fait appel à l'imagination, à la logique, éventuellement à la modélisation théorique ou mathématique si on a ces compétences-là. Donc on essaie de faire une espèce de théorie du changement, de théorie explicative des faits. Et ensuite on essaie de tester cette théorie. Alors, il y a plusieurs manières de tester, soit on collecte des données, soit on regarde des données existantes, soit on essaie de trouver un contre-exemple de la réalité, etc. Là, il faudra vraiment faire attention à justement la qualité des données, la qualité des sources, le fait de ne pas généraliser de manière abusive, d'avoir un échantillon suffisamment grand, suffisamment représentatif, de bien faire la différence entre qu'est-ce qu'une corrélation, qu'est-ce qu'une causalité, ça on en parlera aussi à la prochaine fois. Donc voilà, donc il y aura essayer de répondre à notre question. Et la dernière chose, évidemment, ce sera du coup d'en conclure. Oui, ma loi est vraie, non, ma loi n'est pas vraie. Essayer de généraliser et de faire un rapport de publication ou en vraiment expliquant notre processus pour que le lecteur puisse comprendre et puisse comprendre que ce n'est pas une opinion, que c'est le résultat d'un travail scientifique, et que s'il avait suivi la même démarche que nous, il serait arrivé à la même conclusion. C'est toujours cette idée de la réplicabilité et la possibilité de vérifier. Ok, et donc la science est un processus éminemment
itératif, cyclique, d'accord? Parfois, lorsque vous allez observer dans le test empirique, il va vous faire penser à d'autres choses. En fait, il va invalider votre théorie, mais par contre, il va faire apparaître d'autres choses. Donc, vous allez reformuler une nouvelle théorie, etc. Ça, évidemment, c'est cyclique, c'est incrémentiel et c'est collectif, d'accord? Parce que, effectivement, le but de la connaissance scientifique, c'est de manière collective de former une. Donc voilà, ça c'était le processus général. Et ensuite, du coup, je voulais vous parler en particulier de la définition de la question de recherche et du travail. Et donc on va faire 5 minutes de pause. Comme ça, je vois si je peux réparer ce truc. Et puis on termine là-dessus et puis on regarde les cours. Oui, pourquoi pas. Après, j'ai d'autres très fondamentales biologiques. Donc l'idée, c'était quand même de mettre qu'il y a un lien soit sur les soit juridiques, soit de gestion, donc vous pouvez quand même lire les textes d'un des trois, au moins d'un des trois domaines d'application. Ça me paraît quand même très très fondamental. Après, parce que là, vous allez lire quoi? Vous allez lire effectivement des rapports de biologie. Sauf si évidemment vous essayez d'expliquer. Pardon? Alors oui, ok. Il y a cet aspect-là, il y a l'aspect effectivement qui est la source de la pollution, et ça parle aussi effectivement de l'activité humaine notamment. Donc non, ça peut. Ouais. Et donc effectivement, il faudra voir les portes d'entrée des dimensions que vous voulez explorer, sans effectivement être non plus dans l'évident. Enfin, quelque part, on sait qu'il y a effectivement le coral moribond, on sait que c'est lié à la pollution, mais effectivement, quelle dimension en particulier? Est-ce que c'est le réchauffement de l'eau? À quoi c'est dû? Quelles les conséquences pour effectivement les ressources? Oui, ou alors effectivement des conséquences économiques sur la pêche. Donc ça, effectivement, ça à vous de voir ce qui vous semble le plus intéressant et le moins évident. Mais oui, et donc effectivement expliquer
démonstration, hein, effectivement, quoi c'est important, c'est un problème global et c'est important pour l'ensemble indonésien, pas que pour les différents indonésiens. En sachant que les différents indonésiens sont déjà importants, mais non, c'est très bien, oui. On a dit les groupes, mais ça c'était vous qui deviez vous écrire, mais donc on peut écrire un moment. Tout le monde a accès à cette question. L'idée c'est que c'est un fichier collectif. Vous pouvez me lire votre. Ça va? Avec un pas, par exemple? Et vous voulez dire autre chose? Il y a un thème qui vous intéresse ou il y a des personnes qui. Oui, d'accord.
Diarra. Je vous vois comme associé d'un groupe, mais pas comme. Vous étiez aussi dans la liste. Diarra, c'est votre nom de famille? Votre prénom? Votre nom de famille, c'est quoi?
on a un groupe qui est Manon, Emma et Camille. D'accord? Les personnes peuvent commencer à travailler sur la définition d'un, au moins pour commencer d'un thème, et si possible d'un sujet déjà. Alors, on va avoir Zoubaïda, Oua, et Sarah. Formeront un groupe. Alors on a Julie avec Kelly et Océane. Oui. On a alors Mohamed Ouaka avec Myriam. Sébastien. Alors Julien et avec Raphaël. Ok, pour l'instant on a deux. Et là on a déjà dit deux. Alors Sokna Radoul. On va avec Salia Par. Et Joachim Gadagno. Nawel avec Salia Par et Josiane. Ah oui, non, je me trompe. Donc je reprends. Donc Salia Par sera avec Nawel Bata. Et ça, si je vous rajoute une personne, non, c'est des groupes de 2 ou 3, mais vous connaissez Sofna Diarra? D'accord, pardon, ok. Autant pour moi, très bien. Super. Donc vous êtes dans le groupe 5. Excusez-moi, Sofna. Donc Sofna, vous êtes avec, effectivement, comme on avait dit, avec Valérie Vargas et Kumba. Kumba, d'accord, donc on reprend. Donc du coup, on avait Joachim Gadagno, qui sera avec Emma Zodiac et Roumeissa Gounaïdine. Oui. Pardon? Oui, ben vous pouviez faire tous les groupes que vous vouliez, c'est parce que vous ne l'étiez pas, donc c'était pour vous, mais vous êtes qui alors? Vous voulez être ensemble? Alors, Gounaïdine, avec qui? Excusez-moi, je n'entends rien. Vous appelez comment, mademoiselle? Moi, c'est Maïsa et lui, c'est Guinaï. Alors,
Joachim il est avec Emma juste, et puis Romain elle est avec Gunel. Allen. Avec Marc-Louisa. Kumba c'est bon, Gunel c'est bon. Raphaël c'est bon, Louis c'est bon, Austin c'est bon. Alors, Arto. Avec Victoria. Jérémy, je vous mets avec Maria-Louisa, qui avait l'université. Et que vous connaissez. On a groupe 7, donc il y a Maria-Louisa, Valène et Jérémy. Donc après, on aura Noémie et Asma. Alors, on va voir si on va arriver au filet, on va voir si ça marche. Alors attention, je vais, pour les quelques personnes qui sont sur le fichier, je vais le trier par le numéro de groupe, donc ça va changer. Okay. Donc on a un groupe 1 qui est Julie, Ellie, Océane. Un groupe 2 qui est Manon, Camille, Emma. Voilà. Un groupe 3 qui est Salia, Nawel. Okay. Bon. Un groupe 4 qui est Julien et Raphaël. Bon. Un groupe 5 qui est Sopna, Tumba et Valérie. Un groupe 6. Ah non, il y a là, il y a un problème. Alors, Manon Romagnoli, elle est là? Oui. En fait, vous, je vous ai mis. Alors, on va vous mettre dans un autre groupe. Noémie. Pardon, Manon, je vais vous mettre avec. Un des deux groupes 2. Donc maintenant, ça va si je vous mets avec Julien et Raphaël. Bon. 4. Alors ensuite, on a Valène, Maria-Louisa et Jérémy. Okay. Et après, j'ai fait un peu de trucs. Alors, Zoubaïda, Roua et Sarah. Ok.
Ensuite, on aura Arto Victoria. Ouais. Donc, 1, 2, 2. Ensuite, on aura Noémie et Asma. Ensuite, on aura Mohamed et Meriem et Bastien. Et enfin, donc un 10e groupe pour Meissa Gounet et le dernier groupe Joachim et Emma. C'est qui Asma? Pardon? C'est qui Asma? Ah, ça, je ne sais pas. Asma, elle est là ou pas? Non? Alors, il faut. Alors, je vais demander à ce que. Donc, vous êtes Noémie? Si vous voulez, je peux vous mettre une troisième personne. Hein, mais bon, je vais demander à ce que tout le monde indique son email dans le fichier, alors, je vais rajouter une case. Mais est-ce qu'il y a des gens qui modifient les numéros de groupe là? Hein? Il y a des gens qui modifient les numéros de groupe? Hein? Parce que je vois des choses qui. Je demande. Ok, donc ça c'est bon. La feuille est presque disponible donc il y a le lien sur le site. Et j'enverrai un message à tout le monde de leur demander d'inclure leur email dans la feuille pour que vous puissiez vous contacter. Donc il y a 12 groupes. Alors, si vous avez un problème que vous voulez changer, vous me le dites très rapidement, vous m'envoyez un email, ou vous le faites directement sur la feuille, mais bien c'est quand même de m'en informer maintenant, parce que sinon, si on continue à tout changer, ça va être compliqué. Et maintenant, donc, c'est à vous de jouer pour effectivement définir cette fameuse question de recherche. Alors, je vais vous rappeler donc, les consignes.
groupe aura 5 minutes de présentation. Okay. Vous demande de préparer un diapo, et donc 5 minutes, donc ça veut dire que c'est 3, 4 maximum, d'accord, diapo. Et de m'envoyer le diapo avant le cours. Donc, vous avez jusqu'au vendredi à 15h30 si vous voulez, d'accord, mais par contre, je dois l'avoir avant. Pour que je les mets sur l'ordinateur, donc c'est plus facile à enchaîner. Et en plus, comme ça, vous avez, c'est tout le monde à la même échéance. Prochain, c'est les vacances, donc c'est de 5 minutes. Ok, donc 5 minutes. L'idée, donc, c'est de donner quelques faits de contexte, de motivation. Ok. Donc, pourquoi c'est une question importante? Un peu des choses un peu marquantes qui aussi, c'est aussi un truc pour attirer l'attention de l'auditoire. On donne quelques faits importants pour expliquer pourquoi c'est une question importante, pourquoi c'est intéressant qu'on vous écoute. Donc c'est quelques statistiques qui plantent le décor, qui introduisent vos questions. D'accord? De nouveau, à ce stade-ci, c'est pas une analyse statistique poussée, c'est vous donnez un ou deux faits. Vous pouvez présenter une jour de presse, dire X% du corail est mort, etc. Donc vous donnez quelques éléments qui justifient qui motivent la question. Attention, donc on parle bien de faits et non pas des opinions, donc c'est des faits objectifs, et donc vous citez les sources, tout ça bien. Ensuite, vous formulez votre question de recherche, donc ce à quoi le travail entend répondre. Ok. Je rappelle que ces consignes-là, vous les avez par écrit pour le site. Donc c'est à quoi vous voudriez, effectivement, à la fin de votre travail, à quoi vous voudriez avoir répondu. Donc il faut que vous n'ayez pas encore la réponse à ce stade-ci. D'accord. La semaine prochaine, vous n'aurez pas encore la réponse. Si vous avez déjà la réponse, ça veut dire que la question est trop triviale. Par contre, c'est quelque chose qui effectivement est raisonnablement faisable il vous restera, etc. Donc c'est pour le 10 décembre, donc un peu plus. Et donc, de nouveau, je vous rappelle, une question de recherche, c'est quelque chose qui exprime une relation hypothétique entre deux éléments, deux ou trois éléments. Mais donc, c'est vraiment sous la forme d'une question, d'une conjecture qui sera infirmée ou confirmée par votre travail. Vous essayez déjà idéalement de donner quelques ce que j'appelle l'enrichissement de la question, c'est donner quelques composantes, quelques ingrédients de cette question. Donc, par exemple, si vous vous intéressez à mon littoral, vous me dites, vous devez me dire qu'est-ce qu'on sait déjà en termes donc, qu'est-ce qui génère cette mort du corail, d'accord? Et nouveau, sans avoir déjà répondu à la question, mais de dire, je sais que s'il y a ça qui se passe, probablement il va y avoir des conséquences effectivement sur les pêcheurs. Si ça se passe, c'est probablement parce que en amont il y a eu tel facteur. Donc on essaie déjà de donner quelques cheminements logiques entre différentes dimensions de la question, pour l'enrichir et pour progressivement comprendre comment on va pouvoir y répondre, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter comme nouvelle connaissance sur ces différentes dimensions. Je vous demande de m'expliquer brièvement comment vous comptez vous y prendre, quel type de documents vous allez consulter, est-ce que vous allez utiliser des données, est-ce que vous allez est-ce que dans quel champ disciplinaire vous trouvez, est-ce que c'est du droit, de la gestion, de la biologie, de l'économie, et de faire déjà une ébauche de plan d'analyse. Alors
ça va pas forcément être le plan définitif, mais voilà, vous me direz. Et je voudrais d'abord regarder ce point-là, regarder ce point-là, d'accord, et puis ce troisième point, et puis on fait une conclusion, voilà. On fait un effet de plan d'analyse qu'on discutera ensemble. Ok. Alors je mentionnais revue des littératures. Revue de littérature, c'est un peu trop demandé à ce stade-là. Vous pouvez, bon, si vous avez déjà vu effectivement, mais c'est plutôt une motivation à ce stade-là. Effectivement, si vous avez déjà lu un ou deux articles scientifiques qui traitent de la question, ben vous pouvez mentionner effectivement la conclusion de cet article et citer la source, mais c'est plutôt à titre de motivation à ce stade-là. Okay. Et donc vraiment le plus important, c'est vraiment de m'expliquer pourquoi cette question est importante, d'accord, de me donner la taille du phénomène, donc, en me donnant quelques faits, quelques statistiques bien choisies, me motiver à effectivement vous écouter et à lire votre travail, d'accord, c'est quelque chose qui est important, qui nous intéresse, qui doit nous intéresser. M'expliquer ce qui n'est pas encore clair et que vous voulez tirer au clair avec ce travail, donc c'est votre question de recherche, okay, et me dire comment vous allez vous y prendre pour y répondre. Alors vous allez tous plus ou moins faire la même chose, vous allez tous chercher des documents, mais vous pouvez me dire, j'irai en particulier dans quelle direction, vers quelle source, j'utiliserai des textes de loi, des articles scientifiques, des ouvrages, des articles de presse. Je fais une analyse quantitative, qualitative, et donc les mots plutôt d'analyse. D'accord. Ensuite, il y aura donc une série de questions de clarification de la part de la classe. D'accord. Voilà, c'est des choses qui veulent vous demander si vous avez compris, etc. De ma part. Et je pourrais effectivement vous pousser à peut-être aller plus dans une direction ou dans une autre. Et il y aura un vote de la meilleure présentation par la classe. Parmi les je sélectionnerai 3 ou 5 présentations. Et il y aura un vote qui rapportera un point bonus à ce groupe. Okay. Voilà pour les règles du jeu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, non, vous m'envoyez ce que vous allez présenter. Et donc, effectivement, vous avez 5 minutes, c'est plus pour effectivement planter le décor, expliquer comment vous allez vous y prendre, et de nouveau motiver la question et vous forcer à être suffisamment précis dans la définition de cette question. Mais donc, effectivement, vous ne devez pas mettre toutes les sources que vous avez déjà consultées. Vous pouvez de nouveau en citer certaines si vous pensez que c'est pertinent pour, là encore, motiver la question. Et donc, juste les citer, c'est-à-dire, par exemple, vous donnez le chiffre ou la conclusion du rapport ou de l'article consulté et vous mettez entre parenthèses la source. Mais vous ne devez pas inclure tout le texte que vous avez. Ça, ce sera dans le dossier. Donc là, c'est vraiment, effectivement, vous m'envoyez ce que vous allez projeter. Et donc, c'est 3-4 slides. Okay, donc une première slide du titre. Alors, la slide du titre, je vous ai indiqué vos noms. D'accord, comme ça, j'ai aussi une trace définitive des groupes, le nom de tous les membres. Donc, première slide, le titre, les noms. Vous mettez une illustration si vous voulez, pas grave. Deuxième slide, ben, ce serait une slide effectivement introduction, motivation, d'accord. Pourquoi le problème du corail mérite qu'on s'y attache. Troisième slide, c'est la question de recherche, par exemple. Hein, et quatrième slide, le plan proposé. Il pourrait y avoir une slide intermédiaire qui effectivement donne, comme je disais, essaie d'enrichir la question avec les différentes dimensions qui sont liées à cette question. Donc, qu'est-ce qui se trouve en amont, qu'est-ce qui se trouve en aval, quels sont
quelles sont les conditions pour observer un résultat positif, et on a besoin d'une série de conditions, de préconditions. Et donc voilà, on arrive à 4 slides, maximum 5. Ok. Essayer donc quand on fait une présentation orale, vraiment c'est important donc le contenu est important, d'accord, mais il y a aussi des compétences d'expression orale. Donc essayez de répéter au moins une fois entre vous pour ne pas être devant la classe, soit avoir le nez sur l'écran et lire ce qui est écrit sur l'écran, parce que de 1 vous tournerez le dos et de 2 c'est pas très convivial, ou même pour vos notes, d'accord, essayez d'avoir une certaine connaissance de ce que vous allez dire, sans savoir par cœur, hein, c'est pour ça qu'il y a un support. Et donc, ça c'est une première chose, donc connaître ce que vous allez dire, et puis effectivement, éviter d'hésiter, de perdre du temps. Vous avez peu de temps, d'accord, 5 minutes, ça doit être donc ça veut dire qu'on ne passe pas plein de temps à hésiter, à demander qui parle après. Alors, les groupes de 2 ou 3, en 5 minutes, je pense que vous pouvez tous parler, vous relayez. Je vous conseille, c'est plus sympa en plus. S'il y a une personne qui ne parle pas, c'est pas pour ça que je vais lui mettre 0. Mais par contre, ouais, je préférerais quand même, idéalement, c'est quand même plus sympa et plus que chacun dise un mot. En tout cas, me montre que chacun a plus ou moins participé. En tout cas, les personnes qui ne parlent, qui ne présentent pas, je leur poserai des questions, probablement dans la discussion. Donc, voilà, mais je pense que c'est plus ou moins clair. Alors, est-ce que, donc, si on arrive à avoir les mails de tout le monde, est-ce que ça vous semble jouable pour le vendredi de la rentrée? Et vous avez une semaine entière de vacances, je sais que vous forcément vous devez faire d'autres choses, et puis une semaine de reprise. Après, donc, il vous restera. Donc, si pendant la présentation de la question, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou on vous réoriente, après, il vous reste donc, si ce n'est pas le 4, c'est le 11. Il vous restera un mois. Qui est même un peu moins long. Je ne sais pas forcément si ça peut vous m'imposer. Moi, je ne veux pas vous mettre en difficulté, c'est juste que je pense que c'est pas mal d'essayer d'utiliser justement ces quelques jours. Moi, c'est mieux la semaine passée, pour la semaine de la semaine du 10. Du coup, la semaine déjà qui est continuer avec vous. Ok, mais donc est-ce que tout le monde est plus à l'aise, a une préférence pour le. En fait, c'est le 5, donc pour le 12. Ça vous va le 5. Donc, ok, ben, on peut mais de nouveau, c'est une étape, c'est juste un point d'étape. C'est pas faire grand chose, hein, mais par contre, effectivement, je voudrais quand même que ce soit un minimum réfléchi et répété avant. Sinon, ça va être très pénible pour tout le monde, pour les oppositions. Donc, on peut dire le 12, mais alors on va essayer autant que possible
de commencer, même si vous avez un peu de temps, d'aller au-delà de simplement cette question de recherche, mais de commencer effectivement à progressivement accumuler des sources et à faire des fiches de lecture, des résumés de vos lectures, et pour progressivement effectivement constituer ce dossier. Oui. Donc la présentation ce sera envoyée avant la présentation, mais par contre du coup ce sera avant le doute. Okay. Bon, donc je renverrai c'est votre si vous voulez, je vais redemander la liste de tout le monde. Je vais essayer d'envoyer un mail à tout le monde pour. Par ailleurs, sur Amétis, vous êtes tous enregistrés là, au moins ceux qui sont présents. Je peux aussi vous envoyer un message via Amétis, mais je pense qu'il n'y a pas les films. Ok, alors très bien. On fait comme ça. Et alors, je vais parler un peu de corrélation causalité, mais ce sera plus facile effectivement avec les slides en plus. Donc désolé, on va arrêter ici. Je pense qu'il y a pas mal de concentration. Mais donc utilisez ces quelques jours de pause pour être plus motivé pour repartir, mais aussi pour au moins vous rapprocher de vos collègues. Parler de transition écologique, développement durable, qui est super large. Et là-dedans, vous devez choisir Jérémy et Maria-Louise. Ça peut être un de ceux-là, mais ça peut être un autre. Donc un sujet qui vous intéresse et sur lesquels vous voulez vous renseigner pour arriver à une recherche avec plusieurs points de et tu mets genre 2-3 diapos en disant ce que tu vas faire en grosso modo. Donc, comme il y a dit 5 minutes, donc du coup c'est pas on fait un truc de ouf. Ça va. Par email. Je les connais pas. Vous ne les connaissez pas. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'envoyer un message pour que tout le monde remplisse les emails dans le fichier. Alors après, vous prendrez dans le fichier, vous prendrez les mails. Et si jamais, comme pour Sarah, si jamais ça répond pas, ben on peut. Alors en même temps, je peux vous mettre par exemple avec Sarah en fait. Puisque vous êtes tous les deux assidus, c'est peut-être plus facile quoi. C'est quoi votre nom? C'est Mariam. En principe, je suis avec Mohamed et Bastien. D'accord. Alors Bastien, je le connais, j'ai l'impression que Vous étiez présents tous les deux aujourd'hui? Non. Non, du tout? Je pense pas. Ouais. Alors vous savez quoi, je vais vous mettre avec Sarah.
Ok. Et elle a déjà rempli son mail dans le fichier, donc ça vous l'aurez. Vous mettez votre mail aussi, et puis j'arrive à monsieur. Donc je vais juste mettre enregistrer alors Myriam, je vais vous mettre sur le groupe 6 avec Sarah, et alors je vais enlever le groupe 6. Il y avait Zouaïda et Roua. Il y avait au moins une des deux qui était présente aujourd'hui. Je peux en laisser une et enlever l'autre. Donc l'autre, je vais la mettre dans le groupe 9 à votre place. Bon, donc vous seriez avec, pour l'instant, vous seriez avec effectivement Sarah et Zoubaïda. Et Roua et avec Bastien et voilà. Comme ça, il y a au moins une personne avec qui vous êtes sûr. Comme elle m'a fait la même remarque, je pense que c'est pas mal. D'accord, c'est bon. Allez. Merci. Bon week-end. Excusez-moi, pour les groupes, Ouais. c'est que si on ne sait pas, on connaît pas nos Ouais. partenaires pour l'oral, Ouais. comment on fait pour savoir? Ben, c'est ce que je vous ai dit, donc c'est pour ça que Ils doivent écrire leur mail. je vais envoyer un mail effectivement, que tout le monde remplisse son email. Ça va, j'ai Et puis écrit après, bien. vous les contactez, ouais. Et pour les consignes du travail, Vous connaissez personne? je connais leur nom, mais je sais pas c'est qui en fait. Je connais pas leur identité. Et ils étaient dans la classe, ils n'étaient pas dans la classe? Je pense pas, je sais pas. Enfin, je peux pas dire s'ils étaient là ou pas parce que je sais même pas qui Il c'est. va falloir être effectivement un peu plus proactif à les chercher, hein, parce que sinon ça va pas le faire. Mais donc vous les contacterez par email, ouais. D'accord, ça va. D'accord, donc vous venez vérifier De temps en régulièrement dans temps. le dossier si les emails s'y trouvent ou pas. Et dès que vos Et quand je les collègues trouve, ont mis je des les emails, vous contacte. leur écrivez, ouais. D'accord. Et juste pour les consignes des diaporamas, Ouais. c'est écrit sur Amétis, ça s'appelle comment le document qui Oui, parle de alors ça? c'est inclus dans il y a un document général sur les consignes pour les consignes du dossier. Et c'est dans ce document, il y a une page qui parle de la présentation intermédiaire. D'accord, ça C'est sur s'appelle Amétis, c'est sur le site du cours. Vous allez dans à MTU. Et vous avez donc voilà, consigne IMCC UE MTU. C'est la première chose sur laquelle je tombe, à Ouais. peu près. Et là, vous avez comment est noté ce cours. Et donc, vous avez le TP, l'oral, le dossier. Il nous dit quoi faire. Voilà. Et donc, ça, c'est le point de B. Ok, voilà. D'accord. Il faut que je choisisse un sujet pour le développement durable, en fait. Sur ce thème général de développement durable, transition écologique, écologie, Il faut que je sois plus précis. et vous le choisissez. Donc, vous étiez là la semaine dernière? Quand on avait fait le brainstorming sur les idées, oui. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez aborder sur ce thème général. C'est un thème qui touche à la fois à la société, à l'économie, à la nature. Et il faut que je choisisse. Voilà, mais un thème précis, et plus c'est précis, plus ça va être facile d'en parler. Voilà, de travailler dessus. D'accord. Et vous, si vous devriez me conseiller un thème, ce serait lequel? Non, mais moi, en gros, c'est vraiment des enjeux extrêmement importants dans le monde actuel qui vont nous imposer de faire toute une série de choix et de changements dramatiques, spectaculaires en tout cas dans nos modes de vie, sur plein de dimensions différentes. Et donc, moi, je suis intéressé par toutes les dimensions. Et donc, c'est vraiment essayer de trouver un truc qui vous parle à vous. Soit parce que ça vous touche personnellement dans votre quotidien, soit parce que c'est quelque chose, c'est un métier vers lequel vous voudriez vous diriger, soit parce que je sais pas, soit parce que ça vous paraît, justement, c'est un truc qui vous paraît impossible à changer, ça vous paraît super compliqué, et donc du coup, vous voudriez comprendre un peu mieux comment c'est possible. Ou un truc que vous n'avez jamais vraiment bien compris. Finalement, le réchauffement climatique, c'est quoi? Quels sont vous n'avez jamais trop compris, c'est l'occasion d'aller justement du coup lire. Donc essayez c'est plutôt de votre côté, quoi. Plus c'est quelque chose qui vous parle à vous, plus ce sera agréable et facile de travailler pour vous.
Je ne vais pas vous imposer un thème. Après, par contre, quand vous me présenterez votre sujet, effectivement, je pourrais vous dire, ben, là, peut-être, vous pourriez creuser effectivement un peu plus de ce côté-là, etc. Comment nous améliorer. Ouais. Mais, Et si jamais, par exemple, moi c'est mon cas, si on ne connaît pas vraiment justement le développement durable, enfin si je sais ce que c'est à peu près, mais si ça ne parle pas plus que ça et qu'on souhaite justement alors, sur un métis, il y a déjà toute une série de sources qui vous sont mises pour justement un peu vous aider à mieux chercher en fait. Voilà, thème fil conducteur ici, et il y a le rapport du GIEC, l'article dans Le Monde, un autre article dans Le Monde, l'INSEE, développement durable, machin, etc. Donc, on en parle tous les jours, quoi. Écoutez un peu la radio, lisez les journaux, on parle tous les jours du développement durable, en gros. Oui, ou de l'écologie. Enfin, c'est vraiment que ce soit. Alors, par exemple, le prix de l'énergie, là, on en parle beaucoup, non? Il y a l'énergie fossile, tout ça. Voilà, la raréfaction des énergies fossiles. Comment on va faire pour continuer à se déplacer et à construire des maisons, à consommer de la même manière. Ça, par exemple, je peux en parler. Oui, bien sûr. D'accord. Non, parce qu'au début, quand ça parlait avec la classe et tout, j'ai du mal à suivre. Mais là, maintenant, je comprends. Ok, très bien. Du coup, voilà, c'est pour... Donc, réfléchissez de votre côté, commencez à un peu lire des trucs, intéressez-vous un peu à écouter, regarder. Etc. Et ce sera assez facile, je pense. D'accord. Et c'est pour quand, du coup? Et donc, ce sera pour le prochain cours, nous, on va se voir le 6. Dans le 2 6, semaines. Du coup, on peut en reparler un petit peu. On va en discuter le 5, et donc en sachant que du coup, la présentation, ce sera la semaine d'après, suivante. Le 12, du coup. Oui, c'est ça. D'accord. Non, bah, merci. Okay. Au revoir. Quand elle est partie, elle était finie.